messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Equinos Télévision. À la une de l'actualité ce soir, toujours pas de maire dans plusieurs communes du pays. Des sessions de plein droit ont été reportées à lundi prochain dans les communes de Bonaleya par Souza, Kansamba 3e dans le Mungo et Puma dans la Sanaga maritime. Et puis en sport, football, week-end plutôt intéressant au Cameroun et même ailleurs. Quelles sont les chances de le Coton Sport de Garoua qui est désormais à 90 minutes de disputer la finale de la Champions League africaine? Réponse dans ce journal. Madame, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant pour les développements. Madame, une fois encore, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Un peu plus de 48 heures après les sessions de plein droit, plusieurs communes n'ont toujours pas de maire jusqu'ici. À Kansamba 3e, notamment, les conseillers municipaux revendiquent l'équipe mise en place mardi dernier par les membres du comité central du RDPC avant la tenue de la session de plein droit mercredi dernier. Les travaux ont été arrêtés et seule une décision du comité central du RDPC reste jusqu'ici attendue. Cyril Djemba et Flavien Valondongo. Des heures après la date butoir de l'élection des maires et de leurs adjoints, en Kansamba 3e, l'exécutif communal n'est toujours pas connu. On a pris l'attendre pour que ça soit dans le règlement. Et le PV, on a eu là-bas même le huis clos. Elles se sont embrassées. Quoi encore de plus? Les conseillers municipaux de cette localité revendiquent la validation par l'autorité administrative du scrutin déroulé le mardi avant la session plénière de mercredi. Le mandataire du RDPC, vous me suivez? On vous suit. A dit que ce que vous avez fait, c'est dans le cadre du parti. Que ça, si ça bouge quoi là, c'est de l'indiscipline et que lui, il prend ses responsabilités. Il va rendre compte. Des sources affirment que le chargé de mission avait déjà validé l'exécutif de ce jour-là. Et les déchus n'auraient pas pu digérer l'échec en session de plein droit. Hier, ils avaient travaillé et ils avaient signé des papiers. Que pour eux, la séance d'aujourd'hui serait consacrée à la validation de ce qui a été fait hier. Et depuis lors, le processus n'a pas évolué. L'arbitrage de la hiérarchie du Parti de la Flamme reste attendu. C'est donc une affaire à suivre. Signalons que jusqu'à 7 heures, le maire n'est toujours pas connu dans cette commune arrondissement de Kansamba 3e. Les travaux qui ont pourtant débuté ce vendredi encore ont une fois de plus, été renvoyé à lundi prochain. C'est également le cas du côté de Bonaleya par Souza et de Puma dans la Sanaga maritime, où l'on devra encore attendre lundi prochain pour en savoir un peu plus sur l'identité des maires dans ces différentes communes d'arrondissement. Et pourtant, c'est fait dans le département du Diamaré. Les maires de Maroua 1er et Maroua 2e ont été élus lors de la session de plein droit de mercredi dernier. Amadou Daïro et Étienne Pascal Azegu. Amadou Amidou porté en triomphe après le verdict du scrutin. Verdict qui lui donne vainqueur par 22 voix contre 13 pour son challenger, Djamila Babalé, comme le maire de la commune d'arrondissement de Maroua 1er. Pour la deuxième fois de suite, l'exécutif communal de cette commune sera entre les mains du RDPC. L'élection du maire de Maroua 1er a connu la contestation des conseillers de l'UNDP, dont la liste a été disqualifiée pour non conforme au texte. Le maire élu, lui, voit plutôt cette dissidence dans les rangs du RDPC. L'opposition à Maroua n'existait plus, mais l'opposition se trouve à l'intérieur du RDPC. Les membres du comité central du parti, les responsables de haut niveau du parti qui se permettent de financer les partis d'opposition sous prétexte que la liste investie par la hiérarchie du parti ne leur plaise pas. Une grande caravane motorisée des militants et sympathisants du RDPC sera organisée dans les artères de Maroua 1er. La célébration de la victoire du RDPC va se poursuivre dans la commune d'arrondissement de Maroua 2e, où le maire sortant, Abdoulaye Bakari, a été réélu par ses camarades conseillers, et ce, malgré les contestations des conseillers ANDP, qui parlent d'une victoire entachée d'irrégularité. De plus encore, comme d'habitude, c'est la routine avec l'RDPC toujours. Tout est organisé, tout est manipulé. Et nous sommes dans notre région qui est l'extrême nord, nous sommes à Maroua 2.
nous sommes en train de suivre cette politique, quel qu'en soit le cas. Nous ne pouvons pas lâcher. Nous sommes là et peut-être qu'un de ces 4 Dieu fera, les choses vont changer. Le duel pour la gestion de la mairie de Maroua 2e a opposé le RDPC à l'UNDP, comme cela a été le cas dans la mairie de Maroua 1er, avec toujours au finish la victoire du parti du flambeau ardent. Du côté des ECA dans l'Union Ekele, la jeunesse est aux commandes pour répondre aux attentes des populations de cette ville. À 37 ans, Jean-René Liboc a été élu maire dans cette commune sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun. C'est au cours de la session de plein droit qui s'est déroulée dans cette commune il y a quelques jours seulement. Jean-Paul Yango et Julingue. C'est un jeune militant de l'Union des populations du Cameroun qui vient d'être élu maire de la ville des Eka. Liboc Lilim Jean-René, puisqu'il s'agit de lui, est un homme d'affaires âgé de 37 ans. C'est à l'issue de la session de plein droit qui se tient à la salle du cercle municipal que ce digne fils du parti du crabe est investi à la tête de la mairie des Eka. Un choix salué par les populations qui n'hésitent pas à soumettre leurs doléances à leur maire. Vous savez que les Eka reste quand même la capitale de l'Union Ekele. L'adduction en eau potable, revoir les routes, les anciennes routes qui sont fermées, s'il peut les remettre maintenant, ça sera une bonne chose. Nous attendons beaucoup de lui et la jeunesse. L'Union des populations du Cameroun est habituée à l'exécutif municipal des Eka. De retour aux affaires, le parti devra faire face aux problèmes que connaît la ville, malgré le soutien que les populations portent aux élus. À travers une nouvelle naissance, il faut abandonner de vieilles habitudes. Aujourd'hui, c'est la compétence. Aujourd'hui, c'est l'humilité. Aujourd'hui, c'est l'approche de la cible. Il faut être à côté de la cible, ça veut dire la communauté, pour essayer de leur rendre heureux. L'Union des populations du Cameroun a donc désormais 5 ans pour remplir son contrat à la mairie des Eka. Paul Biya se trouve au Vatican depuis quelques heures. D'ailleurs, il s'est entretenu ce matin avec le Saint-Père, le pape François. On reste jusqu'ici attentif sur le menu de ces échanges entre les deux hommes. Occasion pour nous ce soir de revisiter la relation qui a toujours lié le Cameroun avec le Saint-Siège. Cela fait exactement 47 ans que ces pays sont liés. 2 papes ont séjourné en terre camerounaise. Il s'agit de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Paul Biya a lui aussi effectué plusieurs visites dans cette sainte terre. Yannick Bazoua. La visite de Paul Biya à Rome s'inscrit dans le cadre d'une coopération étroite et fructueuse entre les deux États. Des qualités et des solidités des relations qui se traduisent par un échange de visites à un niveau élevé. En termes de relations diplomatiques, elles naissent le 31 octobre 1966 avec la nomination du premier prononce apostolique au Cameroun en la personne de Monseigneur Louis-Guy Pogui. Du côté du Cameroun, le premier ambassadeur camerounais au Saint-Siège est nommé en 2002. Des relations qui ont permis au Cameroun d'être pays hôte de la proclamation de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa par le pape Jean-Paul II de regretter mémoire en 1995, ainsi que la promulgation par le pape Benoît XVI en 2009 de l'Instrumentum Laboris de la seconde assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique. Du côté des visites, le Cameroun a déjà accueilli à 3 reprises les représentants du Saint-Siège. Feu Jean-Paul II, du 9 au 14 août 1985 et du 14 au 16 avril 1995, Benoît XVI en mars 2009, 4 ans seulement après sa consécration. Du côté du Cameroun, Paul Biya a déjà effectué plusieurs visites au Vatican. La première remonte en novembre 1986. Paul Biya a aussi été l'hôte des autorités vaticanes lors des obsèques de Jean-Paul II en avril 2005 et lors de sa béatification le 1er mars 2011. Cette toute autre visite de Paul Biya au Vatican vient une fois de plus enrichir les relations qui unissent les deux États.
De l'économie à présent dans ce journal, 4 personnes sur 5 ont déjà été victimes d'une arnaque de faux billets. Si banques, commerces et autres boutiques et même entreprises utilisent des détecteurs électriques pour identifier la fausse monnaie, ceux qui opèrent par contre dans l'informel se servent de leur sens et autres astuces pour reconnaître un faux billet. Dallas Chana et Jean-Paul Chouniat. Sur une vingtaine de personnes interrogées à tout hasard dans la rue et nos marchés, presque tous déclarent avoir été au moins une fois victimes des utilisateurs de la fausse monnaie dans les échanges. Est-ce que vous avez déjà été victime Plusieurs fois, c'était même ma maladie. Mais depuis un certain bout de temps, le Seigneur m'a préservé. Je ne reçois plus les faux billets ici dans ce colboss. Parler de leur expérience semble très douloureux, qu'elles préfèrent partager leurs astuces de détection de faux billets pour éviter de tomber une nouvelle fois. Pour reconnaître qu'un billet est faux, je regarde à ce niveau. Il y a BIAC ici. Quand je viens à ce niveau-ci comme ça, je vois les écritures de ces marques. Et je viens d'ici, il y a 2 numéros ici. Au cas où je ne vois pas les 2 numéros là, je sais que c'est un faux billet. Soit je vois ce billet, tellement comme le papier, pour voir si le billet va se réveiller. Quand le billet n'est pas un faux billet. Si le billet reste comme le papier, c'est un faux billet. J'imbibe de la salive et puis quand c'est le faux billet, ça se mouille vite, ça se déchire. Quand c'est le bon billet, ça s'étend, ça ne se déchire pas. C'est comme ça que nous détectons. Faux billets de banque toutes coupures confondues circulent tout aussi à merveille dans les activités commerciales classiques. Supermarchés, boutiques, administration du fisc, le trésor et autres institutions financières en sont les cibles potentielles des contrefacteurs de la monnaie. Aucune opération au guichet n'est possible sans recourir aux détecteurs de faux billets. Vous allez voir une filigrane écrit dessus ces marques, tout autour là, il est brillant. Et à l'extrême, nous avons ces marques écrites en fond et les têtes de bœuf dessinées en filigrane. Ce sont les caractéristiques d'un bon billet. Dans cette structure, comme dans bien d'autres, les faux billets détectés sont aussitôt perforés et collés devant des différents guichets pour mettre en garde tous les éventuels détenteurs de la fausse monnaie. Et puisqu'on parle de billets de banque, évoquant le financement, leur difficile accès et l'absence d'une banque des petites et moyennes entreprises freinent l'atteinte des objectifs de plusieurs structures. Des structures qui contribuent à hauteur de 75% du produit intérieur brut et 54% des emplois au Cameroun. Des révélations qui ont été faites hier à Douala par Entreprises du Cameroun et CAM au cours d'un point de presse. Flavien Valondongo. La plupart des entreprises du secteur privé au Cameroun ne vivent pas, mais elles survivent. Pourtant, elles participent au développement économique. Elles représentent quand même près de 75% du PIB, 54% des emplois, versent plus de 200 milliards de salaires chaque année. Bien d'autres problèmes minent ce secteur d'activité qui n'est pas constitué de moins que rien. La difficulté la plus couramment citée, c'est l'accès au financement. On nous a annoncé la banque des PME depuis plusieurs années. On attend toujours. Les PME pourraient faire mieux si la réduction des délais de paiement est effective et surtout si la banque des PME voyait le jour, tel qu'annoncé par les pouvoirs publics. Cependant, elles sont de moins en moins représentées dans les projets structurants. L'accès au marché public, le représentant d'ailleurs du ministère a dit que certains marchés leur étaient fermés parce qu'on leur demandait des conditions en termes d'expérience, en termes de moyens financiers qu'ils n'ont pas. Face à la presse jeudi à Douala, le comité directeur des CAM, Entreprises du Cameroun, a annoncé la tenue du 2e forum international des PME à travers ce qu'ils appellent PME Exchange. Ce forum qui réunit la partie festive et la réflexion a pour objectif de donner des opportunités aux PME de promouvoir leurs produits et d'échanger avec des experts étrangers. Parlant des accords de partenariat économique, le patronat avoue ne pas partager ses intérêts des partenaires étrangers et estime que cela ressemble à un marché de dupes. À l'état actuel des choses, le Cameroun a beaucoup à perdre à signer ces accords. Il est difficile de penser que les économies compétitives et parfois subventionnées, que nous puissions faire face, n'est-ce pas, à ce genre d'économie. Le patronat Entreprises du Cameroun a certainement des ambitions, mais il ne semble pas être accompagné par les pouvoirs publics. Parmi ces chefs d'entreprise, ceux du secteur agro-industriel sollicitent davantage le marché local
pour s'approvisionner en matières premières. Leur demande annuelle est de près de 50%. Seulement, ces demandes peinent à être satisfaites du fait de nombreux problèmes qui minent le secteur agricole au Cameroun. Et c'est pour tenter de résorber ces problèmes que le Cameroun et la Banque mondiale cheminent désormais ensemble. Et Simi Meunieu, le ministre de l'Agriculture, l'a révélé du côté de Douala. Jean-Johnny Peck et Sylvestre Hippolyte-Zangaou. Dans les prochaines années au Cameroun, plus question de parler uniquement du marché des vivres. Il faudra tout d'abord rapprocher les produits de consommation courante vers les populations. Mais pour cela, il faut promouvoir une agriculture de qualité et encourager le maximum de personnes à s'y investir. Cette étape franchie, le marché local pourra ainsi satisfaire à la demande en matières premières des entreprises agro-industrielles qui s'élèvent à près de 50% chaque année. Les besoins qui sont importants s'orientent presque vers tous les secteurs agricoles. 200 000 tonnes de maïs, 140 000 tonnes de racines de manioc frais ou encore 10 000 tonnes d'amidon. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, si ces besoins sont satisfaits, c'est le marché local et donc l'économie camerounaise qui sera bénéficiaire. Raison pour laquelle le gouvernement camerounais et la Banque mondiale souhaitent booster le secteur agricole. Nous avons aussi engagé des discussions avec le secteur bancaire pour que les banques puissent accompagner le projet en finançant les organisations paysannes, principalement les coopératives, dans la mise en œuvre de leur processus de production. Une agriculture où nous maîtrisons à la fois les intrants et les investissements, y compris la mécanisation et surtout la transformation de nos produits. Le projet soutiendra ainsi les investissements dans ces différentes chaînes de valeur. J'espère que dans les prochains mois, nous aurons effectivement ce projet qui sera mis en route et que la plupart des jeunes Camerounais pourront trouver ici l'endroit et l'espace approprié pour réaliser leur œuvre d'entrepreneur agricole. Les experts du secteur de l'agriculture au Cameroun affirment cependant que le projet devra prendre en compte les réalités de l'économie locale. Un autre membre du gouvernement, c'est le ministre des Transports qui accuse les usagers et les chauffeurs d'être les principaux responsables des accidents de la circulation. Robin Kili n'exclut pas les structures de formation en conduite automobile. Le ministre des Transports l'a affirmé ce jour au cours d'un point de presse dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Compte rendu avec Yannick Bazoua. Le dernier bilan macabre du week-end dernier réaffirme la résurgence des accidents de la circulation sur nos routes. Selon le gouvernement, on a enregistré dans la nuit du samedi 12 octobre 18 morts et 76 blessés sur l'axe Douala-Tiko et dans la nuit du 13 octobre 4 morts et 50 blessés à Pendja. Pour Robert Kili, usagers et chauffeurs sont responsables de ce macabre. Sur la route de Tiko, là, voilà. Mais les gros camions ne devraient pas dépasser 60 km/h. Si ces gens avaient roulé à 60 km/h ou moins, il n'y aurait pas eu cette collision. C'est parce que les deux camions allaient vite. Il y a donc eu un problème d'excès de vitesse. Une responsabilité, fruit d'un problème de formation dans les auto-écoles et d'un incivisme exagéré des usagers. Alors si aujourd'hui les chauffeurs sont mes jeunes compatriotes qui lavent les voitures, qui voient comment on garde et qui se débrouillent, et qui se retrouvent au volant, ou les moteurs, moi je ne sais pas quoi. Si on avait pensé à cette formation, à ces structures, on n'en serait pas arrivé là. La plupart de ces accidents, c'est parce que ceux qui conduisent n'ont pas été formés, justement. La plupart des conducteurs n'ont même jamais vu le code. Face à cette situation, le ministre des Transports a repris son éternel refrain de mise en garde et des mesures préventives. Je sais qu'au niveau de la gendarmerie, le colonel, peut-être qu'il pourra vous tranquilliser tout à l'heure, en vous disant ce qu'on fait, mais moi je l'ai annoncé aussi, il y a une brigade rouge. Un éternel refrain qui semble donner du tonus aux accidents de la circulation au vu du nombre de morts enregistrés entre le 22 août et le 13 octobre 2013, soit au total 57 morts selon le gouvernement.
L'actualité internationale à présent, l'Égypte pourra suivre le nouveau procès de l'ancien président Hosni Moubarak. Sur les bancs des accusés se trouve bel et bien l'ancien ministre de l'Intérieur, Abiy Al-Adli. Les deux hommes avaient déjà été condamnés à des peines d'emprisonnement à vie pour n'avoir pas réussi à empêcher la mort de plus de 900 personnes durant les manifestations qui ont conduit à la chute de Hosni Moubarak en 2011. Le reportage de nos confrères de CCTV. Le procès du siècle, comme on dit ici, va reprendre samedi. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak et 7 anciens dirigeants, dont le ministre de l'Intérieur, seront jugés pour le meurtre prémédité des manifestants du 25 janvier. Messieurs Moubarak et Al-Adli, son ancien ministre de l'Intérieur, ont été condamnés à des peines d'emprisonnement à perpétuité, la peine maximale pour meurtre. Le deuxième procès arrive après l'acceptation par la Cour de l'appel interjeté par les intimés. Les peines de Moubarak et Al-Adli ne pourront excéder celles qu'ils ont déjà reçues. Ceci est basé sur le principe juridique selon lequel l'appel ne peut aggraver la situation du prévenu. Et les procureurs ont décidé de ne pas poursuivre Moubarak pour d'autres chefs d'accusation. Monsieur Banzi faisait partie de la mission de découverte de la vérité lancée par le président Morsi pour trouver de nouvelles preuves de la culpabilité de l'ancien leader. La mission dit qu'elle possède des preuves des mensonges de M. Moubarak quand il nie avoir eu connaissance du bilan de la répression des manifestations. Nous avons la preuve qu'une chaîne de télévision cryptée par satellite avait été créée pour Moubarak et que celle-ci diffusait des images en temps réel de la répression. Nous avons aussi la preuve qu'à partir du 20 janvier, 5 jours avant la révolution, il avait participé à une réunion qui prévoyait de couper toutes les communications par portable le vendredi 28. Mais tout ceci est inutilisable contre Moubarak puisque son appel a été reçu, mais ces preuves peuvent être utilisées contre les 6 autres accusés. Certains membres de la mission étaient des avocats des familles des victimes. Après la fin de la mission, ils ont rédigé un rapport avec toutes les nouvelles preuves qu'ils ont réunies et l'ont soumis au procureur général. J'ai peur de l'état de préparation de l'accusation. Nous avons fait appel à des témoins pour le rapport, mais peu d'entre eux ont été appelés par l'accusation. En plus, ceux qui l'ont été n'ont pas été interrogés en profondeur, mais seulement de manière superficielle. Selon la loi égyptienne, la condamnation d'Hosni Moubarak a été abandonnée pour l'appel. L'ancien président aurait dû être libéré le 14 avril. Toutefois, une nouvelle accusation de corruption avait été lancée contre lui et il avait été détenu provisoirement pendant 15 jours pour les besoins de l'enquête. Et le sport, à présent, Coton Sport de Garoua est à 90 minutes de la finale de la Champions League africaine. Le club camerounais dispute ce week-end le match retour des demi-finales contre National Al-Ahli du Caire. Les Égyptiens avaient contraint Coton Sport au score d'1 but partout lors du match aller du côté de Garoua, ce qui place le club camerounais dans une position inconfortable. Mais les cotonculteurs gardent tout de même des chances de se retrouver en finale de la Champions League africaine. Cyril. Pour ce match retour des demi-finales de la Champions League africaine, Coton Sport de Garoua n'a pas la faveur des pronostics. Mais pour venir à bout du National Al-Ahli du Caire, la formation camerounaise doit puiser dans ses ressources mentales. Il ne faut pas être très nerveux dans ce match. Il faut aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Et selon l'organisation, surtout défensive, n'est-ce pas, qui doit être mise sur pied, cette organisation va permettre déjà à Coton de pouvoir gagner, disons, dans la confiance, dès l'entame du jeu, de ne pas perdre ses qualités. Il va falloir, n'est-ce pas, être très calme dans le jeu. Calme ne veut pas dire lent. Il va falloir vraiment analyser très bien ses actions. Au contraire de Coton Sport au match aller, Al-Ahli aborde le match retour sans son public. Le match se dispute à huis clos, un atout pour les Camerounais. Les Égyptiens ont toujours bénéficié vraiment de leurs supporters parce qu'ils savent vraiment supporter, ils savent pousser leur équipe vers l'avant. Aujourd'hui, le 12e homme leur manque et c'est un avantage pour le Coton Sport de jouer vraiment à huis clos où, n'est-ce pas, ils auront à faire rien qu'avec ces 11 joueurs. Al-Ahli a réussi un bon coup en inscrivant un but à Garoua au match aller. Pour autant, la formation égyptienne n'est pas un foudre de guerre. Ce match sera très difficile même pour les Égyptiens qui ont intérêt à ne pas encaisser aussi chez eux et tout faire, n'est-ce pas, pour marquer plus de buts. Et je ne vois pas cette équipe en train de manœuvrer cette équipe de Coton Sport facilement. Ce dimanche au Caire, Coton Sport de Garoua a l'occasion non seulement de se qualifier pour une deuxième finale de Champions League africaine de son histoire, mais aussi de prendre sa revanche sur Al-Ahli qu'il avait battu en 2008.
Reste donc à souhaiter bonne chance à Coton Sport de Garoua, l'unique et dernier représentant du Cameroun à une compétition africaine. Madame, Monsieur, c'est ici que nous allons refermer cette édition du journal sur Equinox Télévision. Nous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Merci de rester également en compagnie de nos programmes. Bon week-end à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir.